Tenez-vous tous les week-ends, c'est l'hebdo démarre avec au sommaire de l'émission cette semaine un nouveau capitalisme. Une révolution est en cours dans le monde de l'économie et de la finance. C'est l'analyse que fait l'un des meilleurs spécialistes des marchés, une légende des traders. Marc Fiorentino sait parler de l'économie mieux que personne, avec pédagogie, de manière totalement décomplexée dans son émission C'est votre argent sur BFM Business. Rendez-vous avec lui pour tout comprendre de la planète éco. Eh oui, on est en pleine crise et pourtant les bourses battent des records. Qui sont les gagnants et les perdants de cette séquence que nous traversons? Et si nous vivions une vraie révolution économique? Éclairage de notre invité, je vous le disais, légende chez les traders, spécialiste de la finance. Il présente une émission culte pour les financiers. C'est votre argent sur BFM Business. Marc Fiorentino est l'invité de C'est l'hebdo. Bonsoir Marc Fiorentino. Bonsoir. Et bienvenue. Beaucoup Merci. de questions à vous poser. On a parfois du mal à comprendre cette planète éco qui ne semble plus tourner dans le même sens qu'auparavant. Vous avez été l'un des rois des salles de marché en France. Vous êtes fondateur de la société de conseil Meilleur Placement et présentateur donc de cette émission BFM Business. L'accueil, c'est votre argent. C'est tous les week-ends, on en parlera. Vous avez lancé un drôle de compte à rebours, Marc Fiorentino. J-30 avant la libération. Bah oui, c'est la libération parce que vous savez, les marchés anticipent. On dit que les financiers anticipent, les bourses anticipent. Et nous, on essaye de se positionner. Avant la libération. Bah oui, c'est la libération parce que vous savez, les marchés anticipent. On dit que les financiers anticipent, les bourses anticipent. Et nous, on essaye de se positionner. Alors, dans le monde d'après, pas dans le mais on arrive quand même à se projeter parce qu'on a des exemples. On sait très bien ce qui s'est passé en Chine. On sait très bien ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. On sait très bien ce qui s'est passé en Israël. Et donc, on voit très bien. Ça va être la fête. Non, mais ça va être plus que la fête. Ça va être la libération. Ça va être la libération. Alors, décrivez-nous à quoi ça va ressembler, la libération. C'est-à-dire que c'est très intéressant parce qu'il n'y a aucune incertitude sur le monde de demain. Vous savez que les économistes se trompent sur tout à peu près, mais là, on est à peu près certain. C'est pas comme le journaliste. On est à peu près certain que le monde de demain, on sait à quoi il va ressembler. Pourquoi? Parce qu'on va y revenir aussi pour parler des marchés financiers. Il y a tellement d'argent dans le circuit. Tellement d'argent. Enfin, quand on regarde en France, notamment l'épargne, qui a atteint des niveaux absolument records. Donc, on est dans cette optique-là, c'est-à-dire de se dire, bon, on sait qu'aux États-Unis, on a déjà les informations des États-Unis qui sont en avance de phase, on va dire, de 2 mois par rapport à nous. Mais décrivez-nous cette libération. On va consommer, on va sortir, on va aller au restaurant, au cinéma pour ceux qui le peuvent, on va voyager, on va rencontrer des gens. Je vais vous dire quelque chose de plus fort que ça, c'est-à-dire qu'on va oublier même la crise au bout d'1 mois et demi et 2 mois. C'est-à-dire que très rapidement, à partir du moment où on aura le top départ, allez, on va dire que c'est l'ouverture des terrasses, des restaurants et des bars, à partir du moment où on va être dans cette optique-là, on va avoir une explosion de la consommation. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte qu'on est comme un élastique sur lequel on a tiré 1 fois, 2 fois, 3 fois avec 3 confinements. Imaginez qu'on va tirer cet élastique-là, vous voyez comment il va sauter. Ça, c'est sûr. Mais donc ça, c'est le monde de demain qui ressemblera au fond au monde d'avant. Il faut se projeter vers le monde d'après-demain. Oui, parce que c'est ça qui est intéressant. Souvent. Oui, c'est intéressant parce que le monde de demain, ça va être le monde d'avant en pire. C'est-à-dire que toutes les bonnes résolutions qu'on a prises, notamment environnementales, notamment en matière d'équilibre entre la vie de travail et la vie de la maison, tout ça, on va les oublier. Évidemment, on va faire Évidemment, on va faire le pire de ce qu'on peut imaginer. On va voyager, on va prendre l'avion, on va faire des trucs affreux. Et puis ensuite, on va revenir à cette crise. Et dans le monde d'après-demain, on va revenir à des tendances qui étaient là avant la crise sanitaire et qui ont été accélérées par la crise sanitaire. Et vous allez nous les décrire parce qu'il y a une course que vous décrivez, c'est une course mondiale, c'est la course au vaccin. Le président de la République tweetait « vacciner, vacciner, vacciner ». Ça, c'est quelque chose d'important en termes de santé publique, mais pour vous, c'est aussi une question économique. Pourquoi ? Absolument, parce que de toute façon, la vaccination et le taux de vaccination arrivé à certains, je ne suis pas un spécialiste de la crise sanitaire évidemment, nous permet de déclencher la reprise économique. On sait qu'aux États-Unis déjà la reprise économique est repartie. On a des chiffres qui sont totalement hallucinants pour les États-Unis sur la reprise. On a une prévision de croissance, certains prévisionnistes qui pensent qu'on va être à 7,5 ou 8%.
Alors, petit boulot de pédagogie, vous allez essayer de nous expliquer un paradoxe, en tout cas quelque chose qui semble totalement contre-intuitif. On est supposé traverser la pire crise économique et financière depuis un siècle, et pourtant, les bourses flambent. Le CAC 40 est à 6000 points, ce sont des records historiques. Depuis 2007, c'est-à-dire qu'on a effacé la crise des subprimes, 2008, la crise de l'euro, 2009 et 2010, et la crise sanitaire, juste sur le CAC 40. Pour les bourses américaines, on n'est même pas à 2007, on est largement au-dessus. Et comment ça s'explique que les bourses soient au plafond alors qu'on est dans une crise économique? Alors c'est vraiment très simple. On a eu une crise sanitaire. Cette crise sanitaire, la décision des autorités mondiales, ça a été de privilégier la vie par rapport à l'économie. Donc on a eu la crise sanitaire, on a répondu à la crise sanitaire par l'arrêt complet de l'économie. Ça, d'accord. Donc jusque-là, c'est clair. Sauf qu'à partir du moment où les gouvernants et les banques centrales ont eu la responsabilité d'arrêter l'économie volontairement, c'est-à-dire que ce n'est pas une crise économique subie, c'est une crise sanitaire subie, mais pas une crise économique subie. À partir du moment où on a décidé d'arrêter l'économie, eh bien on s'est retrouvé dans un contexte où les banques centrales et les gouvernements ont décidé de compenser à l'euro près, au dollar près, au yen près, au yuan près, tous les effets de la crise. Imaginez un incendie énorme, c'est la crise économique mondiale, et vous avez des canadaires de banques centrales qui déversent des milliards sur le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de création monétaire. On voit des images d'imprimerie de billets. Oui. La planche à billets n'a jamais autant tourné dans l'histoire mondiale. Beaucoup trop. Non, oui, peut-être à un moment, non, mais beaucoup trop. La confiance va disparaître parce qu'on va se dire, mais en fait, cet argent, quelle valeur il a? On en imprime beaucoup trop. On ne produit pas des richesses à proportion. Est-ce que les dettes seront remboursées? Il y a aussi beaucoup de questions devant nous. Tout n'est pas, tout n'est pas fait. Ah non, on est dans une euphorie. Est-ce qu'elle est rationnelle? Je ne dis pas du tout qu'elle est rationnelle. Je pense qu'elle est totalement irrationnelle. Et est-ce qu'elle est durable? Peut-être pas non plus. Alors, on a une chance extraordinaire dans cette crise, c'est qu'on est tous rentrés dans la crise à peu près de la même façon. C'est-à-dire que ce que vous décrivez, vous avez raison, un pays seul ne peut pas faire tourner la planche à billets. Quand l'Argentine le fait, quand la Turquie le fait, ils sont en crise et leur monnaie s'effondre. Mais à partir du moment où les États-Unis fondent, mais à partir du moment où les États-Unis font, la Chine le fait, l'Europe le fait, eh bien, il n'y a pas d'effet monnaie, parce que normalement, c'est la monnaie qui devrait... Or là, comme toutes ces zones économiques font la même chose, elles continuent à imprimer de l'argent, et alors ensuite, elles sont grisées aujourd'hui. Et c'est là où le danger, je vous rejoins. Et on va en parler, parce qu'il y a des bulles, il y a des choses très curieuses qui se passent sur les marchés, parce qu'il y a des gagnants, des perdants. Évidemment. On va commencer par les gagnants de cette crise, il y en a toujours. Et on a vu ces dernières semaines un club. Un club très fermé se constituer, celui des hommes qui ont dépassé la barre des 100 milliards de dollars de fortune personnelle. C'est absolument considérable. Regardez-les à l'écran. Il y a Bernard Arnault, donc français, patron d'LVMH, Bill Gates, Microsoft, Elon Musk, Tesla, SpaceX, Jeff Bezos, Amazon. Et Warren Buffett qui les a rejoints. Et Warren Buffett qui est l'investisseur et qui les a rejoints. Lequel de ces 5 admirez-vous le plus ? Alors Warren Buffett, forcément, parce que quand on est dans la finance, c'est une référence absolue, parce que c'est l'homme qui... C'est l'oracle. C'est l'oracle, on soupèse chacune de ses paroles, il a 90 ans aujourd'hui, il continue à générer des profits absolument fabuleux sur ses investissements. Oui, mais expliquez-nous, parce que d'abord, il ne se plante pas dans ses investissements, mais si on regarde de nouveau... Il se plante dans ses investissements, mais il se plante moins. Quand il se plante de pas beaucoup, et quand il gagne beaucoup. Mais regardons de nouveau ces 4-là. Comment se fait-il que le luxe, par exemple, se vende aussi bien alors qu'on est encore une fois en pleine crise ? Alors en fait, on est sur plusieurs thématiques qui sont très simples à comprendre. Vous parliez des gagnants et des perdants. Les gagnants, très clairement la finance. Il faut le dire, parce que ce Canadair, juste pour on voit votre immense sourire, oui, voilà. Les financiers sont heureux comme un trader. Évidemment, parce que cet argent, en fait, qui est envoyé, au lieu de tomber dans les poches de ceux qui en ont réellement besoin, il tombe dans les poches de ceux qui en ont réellement besoin, peut-être pas assez, c'est pas à moi de le dire, mais il tombe partout. Et en fait, il y a un énorme aspirateur de tous ces billets qui tombent du Canadair, c'est la bourse. Cet argent-là, il n'est pas perdu pour tout le monde. C'est-à-dire que l'argent qui ne vient pas... Aux États-Unis, on donne 1400 $ à chaque Américain qui gagne moins de 80 000 $, ce qui est déjà pas mal. Mais au-delà de ça, on donne des centaines de milliards de dollars à toute l'économie de façon générale.
Mais regardez en France. En France, par exemple, il y a 4 nouveaux milliardaires en 2020. Vous avez Stéphane Bancel, Moderna. Bon, c'est logique, Big Pharma. Olivier Pommel, qui est le PDG de la société de cloud Datablog. Toujours dans la tech, c'est logique. François Feuillet, patron de Trigano, qui est le leader européen des camping-cars. Oui, absolument. Oui. Ça, bon, voilà. Là, on est dans le monde d'après-demain. Hein. C'est-à-dire qu'il faut être logique. Si on va être remplacé par des machines qu'on va pouvoir utiliser et dont on va pouvoir profiter, eh ben, on va se retrouver dans une société qui sera moins une société de travail et plus une société de loisirs. C'est QFD, Trigano. Alors, il y a donc les gagnants et puis il y a les perdants. Et on a vu l'État notamment venir au secours des entreprises. Vous le disiez il y a un instant, Marc Fiorentino, avec une annonce de Bruno Le Maire cette semaine, une autre. Oui, annonce en faveur d'Air France, très durement frappée par la crise. Baisse colossale du chiffre d'affaires de la compagnie aérienne l'an dernier, moins 60%. Ça devrait être le cas encore cette année, une forte baisse. Les prévisions ne sont pas bonnes. D'où l'annonce de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. C'était lundi matin sur France Inter. Nous avions fait un prêt de l'État de 3 milliards d'euros à Air France. C'était un prêt sur 4 ans. Ce prêt, nous allons le transformer en participation de l'État, en fonds propres de l'État dans l'entreprise. Donc c'était une aide provisoire. Ces 3 milliards vont devenir une aide définitive. Donc, deuxième soutien, nous allons monter au capital d'Air France, puisque l'État va participer à une augmentation de capital d'Air France. Et cette augmentation de la participation de l'État pourra aller jusqu'à près de 1 milliard d'euros. En tout cas, ça veut dire que l'État pourra monter jusqu'à un peu moins de 30% dans le capital d'Air France. 29,9 un petit peu moins pour ne pas prendre le contrôle complet de l'entreprise. 29,9% et pas 30% parce qu'alors l'État serait obligé de lancer une OPA sur Air France, d'acheter la compagnie. L'État qui redevient quand même l'actionnaire majoritaire d'Air France, qui emploie près de 45 000 personnes. Une compagnie qui va mal, dans un secteur qui va très mal, Marc Fiorentino. Pourquoi l'État investit-il autant dans Air France? Est-ce que le secteur aérien est un enjeu si important, Marc Fiorentino? Pourquoi l'État investit-il autant dans Air France? Est-ce que le secteur aérien est un enjeu si important que ça pour lui? Mais je crois que le secteur aérien est tellement irrationnel de vouloir compenser les effets de toutes les crises. C'est-à-dire qu'on sent des surhommes. Le secteur de la restauration. De centaines de milliers d'emplois. Oui. Je comprends très bien, mais on a eu des secteurs qui ont été durement touchés, qu'on a aidés et puis qu'il a fallu réformer. On a vécu la sidérurgie, on a vécu l'industrie. Donc aujourd'hui, on a le sentiment, par cette sorte de création d'argent magique des banques centrales, que les États se sentent pousser des ailes et qu'aujourd'hui, la France, qui a toujours été très en avance sur ce type d'aide, n'a plus de limite. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise zombie? Alors une entreprise zombie, c'est une entreprise, comme il y en a des milliers, qui sont maintenues artificiellement en vie par les aides gouvernementales, le financement du chômage partiel, le PGE, c'est-à-dire des entreprises, mais des entreprises... Le PGE, c'est le prêt garanti par l'État. Le prêt garanti par l'État, des entreprises qui sont condamnées, c'est-à-dire qu'avant, le capitalisme avait quelque chose en lui qui était critiquable. Évidemment. Il était darwinien. C'est-à-dire qu'avant, le capitalisme avait quelque chose en lui qui était critiquable. Évidemment, il était darwinien. Il était darwinien, c'est-à-dire qu'on considérait qu'à chaque crise, il devait y avoir à laisser des entreprises qui ne correspondent plus ni au monde de demain, ni au monde d'après-demain. On va les soutenir artificiellement, et puis à un moment, il va falloir les lâcher. Et le jour où on devra les lâcher, ça fera très mal. Les règles du capitalisme ont été modifiées, ou en tout cas, elles n'ont pas été suivies ces derniers mois avec l'intervention de l'État, des banques centrales. C'est une révolution. Hein. C'est une révolution. Il faut le dire clairement quand même, c'est plus le capitalisme, et ce qu'on est en train de vivre aussi avec Joe Biden, qui commence à imposer maintenant un taux d'imposition. Alors j'allais y venir justement. Joe Biden qui propose aux pays les plus riches d'imposer les multinationales. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose de révolutionnaire? C'est une révolution. Bon, c'était impensable il y a encore quelques mois. Non, mais c'est une révolution parce que ça fait 30 ans que le taux d'imposition des sociétés est dans une spirale à la baisse. Il y avait une course et une compétition à la baisse avec des paradis fiscaux un peu exotiques, mais aussi l'Irlande, Singapour, la Hollande. Enfin, on était dans cette baisse-là. Et les États-Unis sont passés donc en 2017 de 35% de taux d'imposition à 21%. Donc on était dans une spirale et dans une concurrence, et nous on arrive toujours un peu après la bataille, puisque nous on commence à baisser les taux alors que le monde commence à le remonter. Et les États-Unis, par Joe Biden, disent deux choses. Disent, nous on va remonter un peu les taux d'imposition, de 21 à 28%, on était à 35%, mais ils disent, parce que ce sont les Américains et qu'ils imposent leurs règles, attention, nous on va monter les taux d'imposition,
mais on ne veut pas de dumping fiscal. Donc on va imposer à tous les autres pays de ne pas nous faire une concurrence fiscale. Et ça, c'est très important. Et alors, donc, au fond, ils réussissent à faire ce que les Français, les Européens réclamaient depuis des années. C'est les Américains qui peuvent le faire. Mais c'est quand même fascinant. Non, mais c'est fascinant. Il faut se poser 2 secondes, parce qu'il se dit, nous, on a une monnaie commune. On n'a pas réussi à faire de convergence fiscale au niveau de la zone euro. Les Américains débarquent et en fait, il va se passer exactement ce qui s'est passé pour le secret bancaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les Américains ont dit le secret bancaire, c'est terminé, le secret bancaire, c'était terminé. Alors, il y a aussi une question, et pour le coup, c'est votre cœur de métier, c'est l'épargne. Depuis le début de la crise, jamais les Français, notamment, n'ont autant épargné, ceux qui étaient évidemment en mesure de le faire. Pourquoi est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle que les Français épargnent, ou en tout cas une bonne nouvelle pour l'État ? Ah non, c'est une très bonne nouvelle. Non, c'est une très bonne nouvelle. 200 milliards d'épargne, de surépargne, attention, hein. C'est pas de l'épargne. C'est d'épargne en plus de ce que les Français épargnent habituellement. Parce qu'on se trompe sur ce chiffre, on dit 200 milliards d'épargne des Français. Non. Mais écoutez les membres du gouvernement, ils disent dépensez votre argent. Ouais, alors c'est 200 milliards de surépargne. Dans cette épargne, il y a une partie d'épargne forcée. Celle-là, elle va revenir. On parlait de la libération, de la fête. Bon, ben celle-là, c'est toutes les dépenses qu'on n'a pas pu faire. On va évidemment les faire. Et puis, il y a le reste qui est une épargne de précaution. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, rejoint ce que disait tout à l'heure M. Apathy. C'est-à-dire que les Français ont conscience qu'on est dans un modèle un peu irrationnel. Du coup, leur retraite, on va dire ça de façon un peu caricaturale, n'est pas du tout assurée et qu'il vaut mieux s'assurer soi-même en mettant de l'argent de côté. Pourquoi laisser son épargne sur un livret A, c'est pas forcément une bonne idée ? Parce que c'est une aberration, parce qu'on gagne 0,5% alors qu'on a une inflation qui va être à peu près à 2% puisque les prix vont remonter à la libération. Et donc, on perd de fait 1,5% et qu'il y a d'autres placements qui permettent aujourd'hui au moins de compenser ça sans aller sur la bourse, sans acheter du bitcoin, sans aller sur des choses totalement irrationnelles. Assurance vie, par exemple ? Évidemment, à la base. Alors, le monde change, même les jeux changent, Eva. Le jeu emblématique du capitalisme. Le Monopoly, vous connaissez évidemment ce jeu, le jeu le plus capitaliste, effectivement. Nouvelle version intitulée Monotonie, c'est le Monopoly version l'année la plus longue. Alors, vous allez oublier l'achat de rues et de gares. Regardez, on a fait une petite animation. La partie débute avec un test PCR, c'est obligatoire. Normal. Et à coup de dés, c'est parti avec une case évidemment Netflix, parce que c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps devant nos écrans. Et c'est d'ailleurs par écran interposé aussi qu'on a multiplié les apéros visio. Alors attention, il ne faut pas oublier de changer régulièrement son masque et puis de sortir le chien uniquement après avoir signé votre attestation. Et puis vous allez voir, c'est reparti pour un tour. Oh, dommage, vous allez tomber sur une case. Et vous allez être obligé de regarder Jean Castex à la télévision, voilà. Mais si après 20h, vous êtes encore dehors, eh bien, il n'y a pas de casse-prison dans ce Monopoly-là, mais une case amende et 135 € à payer. Alors, ça nous a fait sourire. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il est clair que cette morosité ambiante, elle joue aussi sur quand même nos envies, nos désirs de consommer ? Oui, mais si vous voulez, quand on est au creux de la crise, on ne voit pas le bout du tunnel. Et là, on y est, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez raison. Aujourd'hui, non seulement on ne peut pas consommer, mais on n'a pas envie de consommer. Mais à partir du moment où on sera sorti de cette crise, et on va sortir de cette crise, on sera au contraire dans un effet de rattrapage. C'est l'image tout à l'heure de l'élastique que je prenais. On va être dans quelque chose d'extrêmement puissant. Est-ce que vous avez des données sur un éventuel engouement pour les crypto-monnaies ? Vous parlez des bitcoins tout à l'heure, justement, parce que les gens, ils sont derrière leurs écrans au quotidien. Est-ce qu'ils n'ont pas envie, justement, presque de jouer avec cet argent-là? Ah, mais ce que vous dites est tout à fait ce qui correspond aussi. Une des raisons, une des explications de la hausse de la bourse, c'est ce que vous décrivez. On appelle ça la gamification. Vous parliez d'un jeu. Bah, les gens la gamification de la bourse. De la bourse. C'est-à-dire le fait de dire, bah, finalement, pourquoi jouer au Monopoly avec des billets, des faux billets, alors que je peux demain miser sur Elon Musk. C'est quand même plus excitant de miser sur Elon Musk en bourse que d'acheter la rue de la Paix. D'où la raison pour laquelle l'action de Tesla explose et les le Bitcoin explose. Et on appelle ça du nom d'une plateforme gratuite aux États-Unis qui permet gratuitement de jouer à la bourse qui s'appelle Robinhood. On appelle ça les Robinhood traders. Et les Robins des Bois. Les Robins des Bois qui ne sont pas tellement Robins des Bois puisqu'en fait ils jouent à spéculer sur le marché. Traders. Ça reste des traders en herbe. Alors vous êtes tous les week-ends à l'antenne de BFM Business avec C'est votre argent. Vous parlez de l'argent de manière totalement décomplexée, à peu près comme nulle part ailleurs. C'est très pédagogique dans un décor de coffre-fort. Un vrai. Mais alors parfois, on a vraiment le sentiment... Oui, on a trouvé ça place Vendôme. Un vrai coffre-fort. C'est un vrai coffre-fort. Il est vide. C'est une ancienne banque nordique.
Mais ce qui est assez génial, c'est que... Le Tador aussi est vrai? Le Tador, je ne sais pas, mais en tout cas, vous parlez une drôle de langue. C'est un dé-rating de l'Europe. L'ESCAR qui fait la législation de facture en SaaS. Souvent les WAC et tout ça, c'est un peu technique, mais on change un petit peu. Une boîte comme STM se paye 12 fois les bits, c'est pas cher. Alors ça s'appelle le price earning de Schiller. Et c'est pas donc c'est le shipping. Ils sont tous magnifiquement gaufrés sur la croissance et la pénétration. Qu'est-ce que c'est la pénétration en bourse, Marc Fiorentino? La pénétration d'un marché, c'est-à-dire le fait de prendre une part de marché importante. Et le WAC? Le WAC, c'est un indice de marché importante. Et le WAC? Le WAC, c'est un indice qui permet de déterminer le niveau de risque d'une société par rapport aux autres sociétés. Est-ce que je peux me permettre une remarque? C'est une affaire d'homme, la finance, parce que... Généralement, une présence féminine. Alors, attendez, vous avez raison. Une présence féminine. Oui, c'est quand même un métier très masculin. C'est un métier qui est encore resté très masculin, de moins en moins. Bon, avant, c'était, oui, vous avez raison, c'était, je ne sais pas si vous vous souvenez, les images de la marché physique, à la criée. Ouais, c'était très physique, c'était marché à la criée. Donc vous l'avez pratiqué? Un peu. Avec évidemment, les gilets de couleur. Vestes, et j'avais une équipe, et on se bat, c'est un peu le film Un fauteuil pour deux. Il fallait y aller, celui qui criait le plus fort était celui qui avait le plus de chances de l'emporter. Le loup de Wall Street. Voilà, là, c'est terminé. D'accord. Vous avez quelque chose du capitalisme français, parce qu'on a des énarques à la tête de très grandes entreprises du CAC 40, Alexandre Bompard pour Carrefour, absolument. Stéphane Richard à Orange. La liste, elle est très longue, on n'aurait pas assez d'une émission pour tous les citer. Ça dit beaucoup de choses du rapport du capitalisme avec le pouvoir en France, qui est un rapport très fort et qu'on connaît et qu'on a vécu et la différenciation entre la haute administration et la grande entreprise est parfois un peu difficile à faire. Enfin, moi, ça me fait penser un peu cette réforme à la réforme de l'ISF. Ça me fait penser un peu cette réforme à la réforme de l'ISF et de l'IFI, quoi. C'est-à-dire qu'on supprime l'ISF, mais on garde l'impôt sur la fortune immobilière. C'est un peu ça, quoi. De la com. L'ISF, mais on a gardé l'impôt sur la fortune immobilière. Merci Marc Fiorentino. C'est votre argent, c'est le vendredi à 20h sur BFM Business. C'est la conclusion de ce plateau, heureux comme un trader. Bonne journée, merci pour votre optimisme en tout cas et votre talent de pédagogue.